Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver sur la chaîne. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse. Comme vous le savez, je suis en train de déménager ou en tout cas de m'installer en Thaïlande. Donc vous voyez, le setup il est encore brut, mon bureau il n'est pas du tout décoré, j'ai pas encore tout reçu, etc. Et puis j'ai aussi la famille à la maison. Donc du coup voilà, on fait un petit break. On est là sur les marchés. La semaine dernière, j'ai fait une bonne semaine. J'ai fait 3 trades, un TP, un SL, un BE. J'ai fini à plus 1%, ce qui est mon objectif hebdo. Mais voilà, un peu moins de vidéos sur YouTube. Ça va revenir à partir de lundi, ne vous inquiétez pas. Je serai de retour avec la LNDJ et plein de vidéos, plein de tutos qui sont en prévision. J'ai reçu beaucoup de messages par rapport à mon projet. Je vous ferai un truc un peu spécial où on parlera un peu de la Thaïlande vs Dubaï et pourquoi j'ai fait ce choix-là. Pour juste voilà, rappeler mon projet. Ça faisait 2 ans et demi que j'étais à Dubaï. Je passe énormément de temps sur les écrans dans mon bureau. J'étais au 20e étage d'une tour. Alors Dubaï, c'est top, hein, c'est une dose de bling-bling, d'adrénaline dont on a besoin quand on est entrepreneur et encore plus sur les marchés financiers. Mais voilà, je pense que j'avais fait un petit peu le tour et j'avais besoin de voir autre chose, quelque chose peut-être de plus simple, d'un peu plus nature. Et donc mon projet, c'est de faire 4-5 mois dans l'année à Dubaï. Je suis d'ailleurs en train d'acheter un appartement pour ça. Et le reste du temps en Thaïlande, voilà, pour équilibrer un petit peu et pouvoir s'y retrouver. Quant au décalage horaire, bah, j'étais déjà très habitué aux horaires de Dubaï, puisqu'en 2 ans et demi, j'ai eu le temps de m'y faire. Donc il n'y a que 3 heures d'écart. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est même idéal pour moi, puisque plutôt que d'avoir le live de l'après-midi au milieu de l'après-midi de la journée, bah, je l'ai le soir. Donc comme ça, je fais ce que je veux toute la journée. Et le soir, à partir de 21h, bah, je fais mon trading sur les indices américains. En général, voilà, vers 23h30, minuit, minuit et demi, c'est terminados. Et voilà, plutôt que de regarder le film de TF1, ben, je fais mon trading et ça me va très très bien. Donc voilà, peut-être que je ferai un peu plus d'images sur tout ça, mais je suis content. Première fois en Asie, génial, les gens, le mindset, la nature. Alors évidemment, ça n'a rien à voir à Dubaï, il n'y a pas de tour de fou, il n'y a pas la plus grande roue du monde. C'est différent, mais j'avais besoin de ça. Et voilà, je garde un lien bien sûr avec Dubaï que j'adore quand même. Mais voilà, je pense que c'est un bon choix. Le choix de la maturité peut-être. Mais voilà, là je suis parti pour 6 mois pour faire un test en grandeur nature. Et je ferai le bilan au bout de 6 mois. Je verrai si ça m'a plu ou pas. Parce que forcément, quand tu viens en vacances quelque part, c'est ce que j'ai fait. Je suis venu ici un peu en vacances 15 jours. Ben, c'est toujours bien. Tu as loué une belle villa. Tu es en vacances, tu travailles pas. Donc c'est forcément cool. Donc voilà, là les 6 mois, ils vont me permettre de voir. Peut-être qu'au bout de ces 6 mois, bah, je vais me dire, ouais, non, finalement, puis je vais retourner à Dubaï. Peut-être que bah, je vais faire le plan que j'ai envie de faire. Puis je vous rappelle que le projet, si tout se passe bien, c'est de pouvoir faire un centre de formation physique quelque part et de pouvoir, idéalement en Asie, et de pouvoir vous recevoir, vous accueillir pour ceux qui veulent venir avec nous trader physiquement. Donc j'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais voilà, donc tout se passe bien, on s'installe tranquillement. Et puis voilà, on va regarder un petit peu les indices quand même aujourd'hui dans un marché bah, qui est spécial. On va repasser sur la bourse, un marché très haussier. Pratiquement tous les indices sont sur leur record historique. Alors, j'ai absolument pas envie de shorter ce marché. Et voilà, je suis assez content de suivre uniquement la tendance parce que bah, trend is your friend, comme on dit. Et là, j'imagine que certains doivent se casser les dents à essayer de trouver le point haut, à essayer de vendre parce que justement, c'est difficile, entre guillemets, de rentrer à l'achat maintenant. C'est-à-dire que bah, on a forcément un peu peur d'acheter là puisqu'on est sur les plus hauts historiques et c'est moins évident que quand on a eu un retracement puisque là on n'a pas d'objectif défini puisqu'on est sur les plus hauts et donc ça peut tenter certains peut-être parfois un peu plus débutants ou d'autres en tout cas d'essayer de shorter du coup en disant bah, je vais pas acheter là du coup je vais vendre. Donc attention à ce piège. Ça ne veut pas dire que les arbres montent au ciel, vous connaissez le dicton et on a la semaine prochaine des rendez-vous très importants avec notamment l'inflation aux États-Unis. Donc voilà, ça va être majeur. Ça va être vraiment, vraiment le rendez-vous, entre guillemets, de la semaine prochaine. C'est mardi, je vérifie évidemment, mais si je dis pas de bêtises, c'est mardi. J'ai checké ça juste avant. Semaine prochaine. La la li, la la la. Pardon, j'étais. Voilà, c'est ça, IPC Core, mardi 14h30, excusez-moi. Il m'a niqué le calendrier parce que j'ai mis semaine prochaine, mais eux, c'est cette semaine, la semaine qui démarre demain. Bref, attention. Quoi qu'il en soit, on a l'inflation américaine qui sera publiée à 14h30, mardi. Et donc, c'est un peu l'indicateur décisif pour la suite de la tendance parce que la Fed, évidemment, c'est ce qu'elle regarde. On parle de baisser les taux et c'est ce qui a fait monter les marchés ces dernières semaines, mois, parce que la bourse anticipe. Et du coup, pour l'instant, la Fed, elle ne se presse pas parce que les indicateurs économiques sont bons
et on est loin d'une récession pour le moment aux États-Unis. On a des chiffres de l'emploi qui sont plutôt bons. Et voilà, et ça n'encourage pas la Fed d'aller trop vite dans sa démarche de baisser les taux, même si c'est dans les petits papiers. Donc ça, le marché, il le sait. On parle de peut-être cet été, peut-être printemps. Et du coup, ça va être décisif. L'inflation, évidemment, c'est pour ça que la Fed joue sur les taux d'intérêt, notamment pour essayer de contrôler cette inflation. Il en faut un petit peu, mais pas trop. Et la politique monétaire que la Fed avait eue ces dernières années avait créé de l'inflation, ce qu'on dit faire tourner la planche à billets. On était monté l'année dernière à une inflation jusqu'à 7%. Du coup, voilà, hausse de taux pour contrôler tout ça. Et voilà, là, ça va être important. L'inflation mardi, il faut qu'elle soit conforme aux attentes. Si on a une bonne surprise, donc si on a une inflation inférieure, c'est génial. Parce que ça va encourager la Fed peut-être à aller un peu plus vite dans sa démarche de baisse de taux. Si à l'inverse, on a une inflation surprise qui remonte, là, pas bon. Donc ça va être très, très important. Je reviens sur la tendance des indices. Là, on est sur le Nasdaq pour l'exemple. Mais voilà, attention, trend is your friend. Moi, je fais que des achats depuis que c'est haussier. C'est pour ça aussi que je suis mes indicateurs de flux. C'est pas très compliqué, c'est des moyennes mobiles, mais un peu tout bête. C'est vert, j'achète, c'est rouge, je vends. Ce qui ne veut pas dire que de temps en temps, on ne peut pas se tenter un petit contre-tendance sur un top signal s'il y a un beau ratio. Mais voilà, attention, prudence. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter n'importe où, mais faites attention à ce jeu d'essayer de deviner le point haut et d'être plus fort que le marché. Là, pour l'instant, le marché, c'est un bulldozer. On va regarder commencer tranquillement par le DAX. Je vais faire que les indices aujourd'hui, voilà, histoire de se remettre un peu dans le bain. Et puis, on se reparlera demain avec les LNDJ, les plans un peu plus détaillés. Commençons par le DAX tranquillement, qui est super, super haussier. Après, c'est vrai qu'il est dans des grosses zones. Il y a une grosse zone ici, voilà, on voit qu'il a du mal à s'en séparer. C'est une grosse résistance historique. Ça a été résistance novembre 21, résistance janvier 22, 3 fois résistance ici mi-23. Et voilà, on voit que ça a du mal à passer cette zone, on va dire, un peu en dessous des 17 000. Mais moi, je vois une tasse à séquence. Donc, je sais que ça peut paraître un peu fou, mais je vois une grosse tasse à séquence qui donne un objectif complètement fou en prenant la hauteur de la tasse. Donne un DAX au-dessus des 21 000. Bon, est-ce que c'est crédible? Évidemment, on est sur des records historiques. Donc, prudence. Mais en même temps, je me dis que si la Fed, fondamentalement parlant, même si je n'utilise pas le fondamental pour pouvoir prendre des décisions intraday, si la Fed propose une baisse de taux un peu plus rapidement que prévu parce qu'on a des chiffres qui sont dans ce sens-là, avec peut-être une inflation un peu plus faible, mais c'est pas impossible, finalement. En fait, les indices, ils ont quand même plutôt bien tenu ces 2 dernières années pendant le cycle de hausse de taux. On n'a pas eu de crack. Elle a fait attention à ne pas provoquer de grosses baisses quand on regarde Standard & Poor's, quand on regarde Dow Jones, Nasdaq. Et donc, si justement, parce que les marchés aiment les marchés actions, les taux bas, parce que si les taux d'intérêt sont bas, acheter des obligations, ça rapporte que dalle. Donc, ce flux financier se jette sur les actions. Donc, ça fait monter les indices. Donc, je me dis que ce n'est pas complètement débile, cette tasse à séquence. Ça fait encore une hausse de 25%. Donc, attention, prudence, tranquille. Mais je ne suis pas complètement perdu avec cette figure-là. Alors, encore une fois, je mets entre parenthèses mes dires techniques. Je n'ai pas de boule de cristal. Et on avancera pas à pas, point après point, jour après jour, et en fonction des prochaines statistiques qui vont sortir. Mais bon, on verra dans quelques mois si mes dires sont les bons. En tout cas, j'ai pas de position overnight, j'ai pas de position overweek. On avance au jour le jour. Et pour demain, attention quand même à ce niveau résistance. On est en daily, là il passe pas un petit peu plus haut que ce que je vous ai dit puisqu'on est passé en daily. Vous voyez cette grosse zone ici, 17 100 on va dire, ça passe pas pour l'instant. Et on est dans une espèce de boîte, un espèce de range qu'on voit bien en 4 heures. Très très beau range, bloqué complètement le DAX là, entre cette fameuse résistance pour l'instant, on va dire histo, et une polarité autour des 920. Donc il est dans un range de 200 points, il fait ping, pong, ping, pong, ping, pong, dans ce range là. Donc je traite très peu le DAX, je suis vraiment focus sur les indices américains, mais voilà ce qu'il faut surveiller, je pense, pour la semaine prochaine. Les niveaux, c'est ça. Il y avait un premier niveau qui était un peu plus joueur. On va l'enlever. Voilà, donc un repli dans cette zone de polarité pour la semaine prochaine sera un truc à surveiller très fort en cas de signal. Donc ça veut dire le marché, il corrige, il vient là-dedans. On a un top signal, c'est une zone qui se paye, tu es dans la tendance, tu es sur une belle polarité.
S'il y a le petit signal du Seigneur, la petite divergence, la petite bulle, pourquoi pas. Donc payer sur un repli, plus facile pour nous qui utilisons l'analyse technique puisqu'on a une zone d'invalidation et un objectif qui sont assez clairs. Et puis bien sûr, si jamais ça pète la résistance par le haut et que ça casse les 120, 130, il faut continuer à faire des achats qui seront moins évidents techniquement parce qu'on est sur des plus hauts historiques et du coup on n'a pas d'objectif technique défini. Alors il y en a qui utilisent des extensions de Fibo, vous allez voir que j'utilise de temps en temps les fourchettes d'Andrews pour donner une idée. Il y en a qui utilisent aussi les vagues d'Elliott, etc. Mais bon, on n'a pas de clarté puisque c'est des prix qui n'auront jamais été atteints par le marché. Donc voilà, moi la prudence est de mise à peut-être, évidemment, ceux qui shortent, et ils ont très certainement des arguments techniques et il n'y a pas de lézard. Le but, c'est pas de rentrer en guéguerre avec eux et dire, tu vois, cette fois-ci, tu as eu tort. Moi aussi, j'ai tort régulièrement. Ça fait partie de notre job, même en intraday. Des fois, on suit la tendance, on se prend un repli dans la tronche. C'est voilà, faut pas ça. Mais voilà, attention, je sais par expérience, puisque ça fait quand même plus de 10 ans que je fais du trading, que voilà, dans ces moments-là, peut-être il y a quelques années, et ça m'est arrivé en 2020, je suis très honnête avec vous, je vous en parle très régulièrement de cette année-là, complètement biaisé par le Covid, j'ai pas vu la hausse, et j'ai essayé de vendre les niveaux. Alors de temps en temps, il y en a qui passaient quand même, mais non seulement j'ai pas fait une bonne année du tout, puis en plus j'ai raté toute la hausse. Donc attention avec cet esprit contrarien pur. C'est vrai que ça fait peur, c'est vrai que c'est très haussier, mais il n'y a pas de signal. Je suis sur le Standard & Poor's pour l'instant en hebdo. Pas de signal de retournement, ligne droite, bulldozer. Donc voilà, prudence, mais pas de raison pour l'instant de shorter ces indices-là, je trouve, à mon humble avis. Alors quand je vous parlais de la fourchette d'Andrews, on est sur le Dow Jones, je vais vous la remettre en hebdo. Donc c'est un indicateur qui est assez intéressant, c'est une fourchette d'un analyste qui utilise, ça utilise Fibonacci notamment pour les tracer. Vous prenez 3 points consécutifs, c'est-à-dire 3 points qui se suivent. Pour une fourchette haussière, c'est 3 points, donc 2 points bas, 1 point haut. Il faut absolument qu'ils soient consécutifs pour tracer cette fourchette-là et ça va vous encadrer un canal, tout simplement. Et plus la médiane elle est touchée, plus ça a de la qualité. Et là, cette fourchette, c'est pas la plus belle que j'ai vue de ma vie parce que la médiane n'est pas beaucoup touchée, mais elle est intéressante et ça nous donne, on va dire comme par hasard, le point haut actuel qui bloque pour l'instant sur ce haut de fourchette. Donc voilà, c'est intéressant. Ça peut donner des objectifs et ça peut donner, non pas envie de shorter, mais en tout cas quand on achète et qu'on n'a pas encore le haut de la fourchette, donner des objectifs techniques. Donc là, c'est intéressant de voir que le haut de la fourchette, c'est le plus haut. En tout cas, pour l'instant, du côté du Dow Jones, on va l'enlever pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous, parce qu'en plus, elle est plein de couleurs. Pareil, énorme bulldozer. Énorme bulldozer. Moi, j'ai fait que des achats cette semaine et il y en a un qui a marché, un BE, un SL. Grâce au money management, j'ai fini positif. Ratio de 2, donc c'est bien, c'est mon objectif hebdo. Évidemment, on sent, en tout cas les bougies toupies nous montrent que peut-être que le mouvement, il est un peu en train de s'essouffler. Mais c'est un peu normal. Quand on revient sur ce qui se passe fondamentalement parlant, il y avait des gros rendez-vous à venir, notamment la Fed. Il y avait des gros résultats à venir. D'ailleurs, il y a une bonne partie des entreprises qui ont annoncé des bons résultats. Et là, il y a l'inflation mardi. Et du coup, vu que le marché il a anticipé tout ça, il lui manque un peu, on va dire, d'essence dans le moteur pour continuer ça. Et il attend l'inflation, tout simplement. Donc voilà, effectivement, on voit que ça a du mal à faire des grandes bougies d'élan comme on a pu l'avoir dans la hausse au départ. Mais voilà, encore une fois, je peux me tromper, bien sûr, on est tous humains. Mais pour l'instant, on a une tendance qui est très haussière en daily, un 4 heures qui est très haussier, très très propre canal là que je vous ai tracé en 4 heures qui est magnifique. Une belle grosse polarité sur les 38 000 juste en dessous. Et du coup, moi pour lundi, je vais continuer à chercher plutôt des achats. Plutôt des achats vers... Il y a 2 niveaux qui me plaisent bien. Il y a d'abord une polarité ici que je vous ai mis en grise qui a été résistance, support, support. Voilà, si on vient là-dedans et qu'on a un beau setup, pourquoi pas. Et puis le canal qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de contact. Donc c'est un beau canal. Si on vient chercher le canal, même si on fait une petite exagération, tu vois, je peux acheter un petit peu plus bas. Tant que le canal tient. Donc après, si le canal casse, c'est possible, la semaine prochaine, on aura peut-être un mouvement de consolidation jusqu'à ma polarité ici qui m'intéresse, qui est une zone que je surveillerai pour les prochaines semaines. On ira, peu probable qu'on y aille demain. Après, il peut perdre 1000 points, mais m'étonnerait, il n'y a pas de grande news. Pour demain, je vais surveiller mon petit canal, mon petit bas de canal, tranquillement. On verra ce qui se passera, bien sûr.
ça reste un plan technique avec un marché qui pour l'instant est fermé. Côté Nasdaq, pour terminer les indices américains, bon bah voilà, hein, pareil, hein, même ma grand-mère, je lui demande, mamie, quelle tendance en ce moment sur le Nasdaq, elle va me dire, ça monte, Romain. Oui, nouveau record historique sur nouveau record historique, bougie hebdo très puissante quand même, mine de rien, qu'une petite mèche en dessous, mais quasiment une clôture au plus haut de la semaine. Donc c'est très très puissant. On a voilà, une tendance daily qui est plutôt propre. On était, regardé au début janvier, venu se réappuyer sur l'ancien record historique. Donc c'est ça qui est beau quand même dans ce marché, c'est que le chartisme il est bien respecté. Regardez l'ancien top historique. On a breaké en fin d'année 23, on est venu pullbacker quasiment au point près pour derrière aller nous faire de nouveau plus haut. Donc très très belle zone, c'était magnifique début janvier. Et pareil, on cherche vraiment que des achats. Regardez ici comme on est venu se réappuyer sur la moyenne mobile 20, comme là. Donc c'est pas toujours le cas, mais c'est quand même assez propre. Et je trouve que cette tendance, elle est plutôt propre. On serait tenté de faire une configuration en Elliott là-dedans. 1, 2, 3, 4 et 5. Mais je vous rappelle que les règles d'Elliott, c'est que la vague 3, donc cette vague haussière, n'est jamais la plus petite. Or, dans cette configuration-là, sous l'écran, c'est la plus petite des vagues. Donc, à mon humble avis, on n'est pas dans une configuration d'Elliott, malheureusement. Il y en a peut-être une à plus court terme, 1, 2, 3, 4 et 5, qui est un peu plus juste, avec une vague 3 qui n'est pas la plus petite. Mais pareil, pour l'instant, ça ne nous dit pas que ça va dégueuler, il n'y a pas de signal de retournement. Donc je suis plutôt en train d'essayer de trouver toujours des achats. Il y avait une belle petite tasse à séquence qu'on avait vue la semaine dernière avec les abonnés. On n'est jamais venu pullbacker la résistance, polarité, et c'est dommage. Ça va être une des zones que je vais surveiller pour la semaine prochaine. Voilà, encore une fois, vous avez vu que j'ai tracé aussi une oblique qui prend quasiment tous les points hauts, qui pourrait être un objectif à moyen terme ou même au prochain jour. Hein, vous voyez cette oblique là qui passe par tous les points hauts. Donc moi j'aimerais bien essayer d'acheter, mais sur un repli plutôt qu'acheter là. Et qu'est-ce qu'on peut attendre? Des pullbacks sur les plus hauts cassés. Je vais juste remettre la zone, voilà. Donc plutôt encore une fois des achats, avec comme objectif d'aller toucher cette oblique un petit peu plus haut. Voilà, mais plutôt que d'acheter ici, attendre des replis. On a l'ancien plus haut ici, on a ma fameuse zone de la tasse à séquence qui est un peu plus bas. Donc plutôt des achats sur repli, à condition que le repli soit pas trop violent. On peut aussi faire des supports, mais il faut que ça ait plusieurs points de contact. Là on en a un pas trop mal. Qui a 1, 2, 3, 4 points de contact quasiment. Donc voilà, avec l'objectif d'aller faire une touchette, on va arrondir à 18 250, 18 260. C'est un peu mon objectif pour l'instant, pas de mettre trop contre cette tendance. Et l'idéal, ce serait un petit repli voilà, vers le support. Pourquoi pas une poussette un peu plus bas sur l'ancien tube plus haut cassé vers un peu sous les 900. Ce serait génial. Donc voilà, on se mettra à jour bien sûr dans les LNDJ toute la semaine prochaine. Mais plutôt encore des achats sur les indices avec attention, je le répète, l'inflation américaine qui sera publiée mardi à 14h30. Donc voilà, faites attention à ne pas être en position là-dessus, ni sur le gold, ni sur le dollar, parce que ça va swinger, il va y avoir de la volatilité. Pétrole, rapidement, j'aime bien le pétrole qui nous a... c'était mon plan d'acheter le pétrole. Alors il y avait une très très belle divergence, 4 heures tout en bas, j'ai pas su la prendre malheureusement. Le ratio n'était pas foufou. C'est dommage parce que c'était sur le bas du canal. Donc j'aurais évidemment kiffé payer le pétrole vers les 72. C'était mon plan, mais la divergence s'est validée avec une très grosse bougie et du coup le ratio était plus bon. Et là j'ai un 61,8 tout 100%, toujours dans le flux à tenter. Si on a un énième petit repli pour aller chercher ma zone des 82. Donc j'aime bien cette configuration-là. Concernant le gold, pareil, ça va swinger avec ce qui se passe mardi. Mais j'aime bien la zone dans laquelle il est actuellement. C'est une zone qui a été plusieurs fois attaquée, mais qui tient vers les 2030. Zone que je surveille tranquillement pour ça. Pour terminer cette petite vidéo, le Bitcoin, je suis très heureux du Bitcoin puisque on fait du DCA depuis des années. Je vous avais donné les 25 000 pour un gros renfort sur la polarité qui était magnifique. On a aussi parlé de la divergence 4 heures sur ce faux break, cette fausse cassure de la zone des 41. Mon objectif, c'était 48 de toute la hausse. C'était 61,8 tout simplement de la baisse entre le plus haut historique et le plus bas. Et quand j'ai vu cette correction là-dedans, je n'ai pas paniqué parce que le niveau avait été identifié. Il y avait une très très belle divergence en plus 4 heures juste en bas. Alors elle ne marche pas toute bien sûr, mais je suis content de le voir revenir sur cette zone-là. Et on voit encore que pour l'instant ça bloque. Donc la bougie hebdo, elle est juste magnifique. Regardez la bougie hebdo sur le Bitcoin par rapport aux 10 dernières bougies, c'est la plus puissante. On va voir la clôture cette nuit, mais pour l'instant, c'est une bougie, c'est quasiment un maro-bouzou. C'est ultra puissant, mais
il va falloir qu'il casse ces fameux 61,8. Pour l'instant, il bloque pile dessus, c'est pas un hasard. Il n'y a pas que nous qui les avons vus. Mais si ça casse 61,8, on connaît la musique. La probabilité d'aller au 100% est forte et de retourner sur les records historiques. Donc je suis toujours acheteur évidemment du Bitcoin, j'en ai quand même un paquet. J'ai aussi pas mal de Solana, plein d'autres petites cryptos, mais les deux plus exposés c'est Bitcoin et Solana. Très bien, on est toujours au-dessus des 100$, c'est parfait, avec un objectif qui est la Lambo, mis ça symboliquement bien sûr pour se marrer, à 250, mais très beau biseau, sorti par le haut, tendance haussière. Donc pour l'instant les cryptos, je reste full acheteur dessus, toujours continuer mon DCA. Je vois pas de point de renfort très fort à part la fausse cassure qui était ici avec la divergence. S'il casse 61,8, je serais peut-être tenté de remettre un petit billet dessus pour aller chercher les 68-70. On va voir ce qui se passe. Si vous n'êtes pas dedans, attendez qu'on casse 61,8 pour acheter. N'achetez pas dans un obstacle. Évidemment, s'il y a un repli à un moment donné un peu plus bas, il faut surveiller. Mais attention, encore une fois, ça fait des années que je vous parle du BTC. Je me rappelle, je m'étais fait arracher quand il y avait eu la grosse baisse 20 000 tout 3008. Il y avait une top divergence tout en bas. Et je m'étais fait arracher. J'avais fait une conférence, un truc d'analyse technique crypto. C'était en Espagne à l'époque, hablo espagnol. Et je m'étais fait arracher. Parce que les gens, ils aiment bien quelque chose quand tout le monde en parle et ils n'aiment pas quand ça fait peur. C'est logique. Et du coup, les gens, ils font des achats à 70 000 ou 60 000. Mais par contre, quand ça descend à 15 000, non, il est descendu à 15 000. Donc, il faut essayer d'avoir l'esprit inverse et acheter des replis. Et encore une fois, moi, je vous conseille le DCA. Petite somme, toutes les semaines, tous les mois, à mettre automatiquement. Comme ça, vous lissez vos prix et ça vous permet d'investir uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre, mais tranquillement. Là-dessus, voilà, pour cette vidéo, je voulais plus vous dire que je suis vivant et que tout va bien. Il y a plein de choses qui vont arriver. Je vous parlerai cette semaine, j'essaierai de vous faire une vidéo Top Step contre Apex, le combat du siècle. Moi, vous savez que je traite principalement les futurs, même du côté des propres firmes. Je suis ras la gueule de Top Step. J'ai démarré 2 challenges Apex qui sont bien partis. J'y vais vraiment tranquillement, respect money management, etc. On est autour des 152 000, donc tranquille. Il y a du bien, il y a du moins bien dans les deux. Je vous ferai une vidéo à ce sujet-là parce que les propres firmes, ça reste génial. On a vu encore ces derniers jours qu'il y a eu des propres firmes qui sont fait retirer leur licence MetaTrader. Donc voilà, de toute façon, moi je vous conseille les propres firmes futures. Et il y a du bien et du pas bien sur les deux et parfois les gens regardent que le prix. Alors c'est important, évidemment, combien ça coûte un challenge, bien évidemment, c'est important, surtout quand c'est un challenge qu'on paye tous les mois. Mais il y a les petites lignes aussi à regarder. Comment tu fais pour retirer? Est-ce que tu es limité sur les retraits? Combien tu peux gagner au max par trade? Est-ce que tu as une règle de consistency? Parce qu'on ne va pas se mentir, les propres firmes, leur business model, il est aussi et surtout calqué sur les gens qui n'arrivent pas à passer les challenges. Et il y en a qui sont honnêtes et il y en a qui sont moins honnêtes, en faisant tout pour limiter les retraits. Donc voilà, moi j'aime bien les deux, mais je vous donnerai mon point de vue un peu plus détaillé, avec les caractéristiques. C'est pas à moi de vous imposer un choix, mais je vous dirai comment ça marche dans le détail Top Step, comment ça marche dans le détail Apex. C'est bien d'avoir les deux. Et les pour, les moins pour, les plus, les moins. Comme ça, au moins, vous aurez tous les éléments pour faire votre choix si demain, vous souhaitez vous mettre sur les propres firmes futures que je recommande. Il n'y a pas de slippage, il n'y a pas de spread, il n'y a pas de manipulation de prix de la part de la propre firme ou du courtier ou du fournisseur de liquidité dans le but de vous fister. Et il y a bien souvent moins de restrictions. Donc bref, on en reparlera sur la chaîne. J'espère que cette vidéo était claire. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous petite demi-heure. Et puis je vous dis à très bientôt, à demain pour le LNDJ de ce lundi 12 février. Ciao, bye bye.